Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios sur tout le territoire français qui sont nos partenaires, avec TV5 Monde et les télévisions locales de France qui sont aussi nos partenaires. Vous retrouverez des extraits de cette matinale sur ces télévisions de TNT locales. Voilà, deux parties dans cette matinale, le JT des territoires, suivi du club de la presse, puis la météo, puis territoire d'info avec un invité politique à 8h en direct sur ce plateau. C'est le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, Marc Fesneau, qui sera en direct sur ce plateau. Tout de suite, c'est le JT de territoire et je vous y retrouve dans un instant. On démarre ce journal avec le Secours catholique qui publie aujourd'hui son traditionnel rapport annuel sur la pauvreté en France, qui dresse un tableau bien inquiétant avec une pauvreté qui ne faiblit pas. On part pour l'Hérault, un département qui, avec 19,7%, connaît l'un des plus gros taux de pauvreté en France. Les associations d'aide alimentaire sont sous pression, les besoins ne cessent de croître en termes de matériel et de bénévoles. Visite en compagnie du préfet de l'Hérault, des locaux départementaux, des deux grands réseaux associatifs qui manifestent leur solidarité envers les plus démunis, les Restos du Cœur et la Banque Alimentaire. Jérémy Cazot pour TV Sud. Un pesto d'olive noire à la floute blanche qui est délicieux. Dans les locaux des Restos du Cœur, les sourires sont là. Pourtant, l'heure est grave. Devant le préfet venu estimer l'état des stocks, l'association de Coluche et la Banque Alimentaire font face à des défis de taille dans l'Hérault, un des départements les plus pauvres de France où le nombre de personnes démunies est très important. Les associations doivent aujourd'hui jouer des coudes pour mieux séduire les grandes surfaces auprès de qui elles s'approvisionnent. Les camions qu'on a par exemple sont pas forcément adaptés à la récupération et ni au respect de la chaîne du froid. Donc une association qui sera mieux équipée sera favorisée par rapport à nous. Faire face à une demande d'aide croissante dans la rue, voilà la deuxième grande difficulté des associations, de plus en plus sous tension. On est arrivé à 4,5 millions de repas. C'est une augmentation importante de plus de 10% sur ces deux dernières années à peu près. De plus en plus, j'ai des demandes régulières d'associations qui veulent venir à la Banque Alimentaire pour pouvoir récupérer des produits. C'est pour ça qu'on ouvre sur Béziers une antenne pour pouvoir décharger d'ailleurs notre antenne Montpellier-Rennes pour pouvoir encore introduire dans notre système des associations supplémentaires. Autre problème actuel pour la Banque Alimentaire qui collecte 5 tonnes de produits frais par jour, l'épuisement des réserves de lait. Depuis 3 semaines, 60 associations héroltaises sont en pénurie. Nous n'avons plus de lait qui viennent de l'État. On avait des dotations de lait, mais on est en fin de parcours et elles ne sont pas renouvelées l'année prochaine, ou du moins renouvelées dans des conditions très faibles. Donc on a un vrai problème. On ne sait pas encore comment on va pouvoir le régler et les épiceries sociales commencent à manquer de lait et commencent à avoir des problèmes de distribution de lait. En attendant des jours meilleurs, les associations ont du pain sur la planche avant l'hiver pour anticiper la distribution de 7 millions de repas pour au moins 60 000 personnes. Et toujours dans le cadre de cette page Solidarité, direction Marseille avec une initiative locale sur le point d'être étendue, venir en aide aux sans-abri avec un camion douche qui fait le tour de la ville. Objectif, leur permettre de prendre soin d'eux. Camille Bossard pour Provence Azur TV. Dans ce camion, une douche destinée aux sans-abri. Il sillonne le centre-ville de Marseille depuis le mois d'août. 1000 douches ont déjà été prises en 84 jours. L'objectif de ce camion douche, freiner la spirale de l'exclusion. Le camion douche a pour but d'aider les personnes parce que c'est un combat pour les SDF de se maintenir en hygiène, un combat que quelquefois ils finissent par abandonner tellement c'est difficile. Et c'est vraiment d'apporter un soutien à ce combat pour se maintenir dans la dignité, dans la propreté et freiner cette espèce de spirale de l'exclusion. Le camion est itinérant. Il stationne du lundi au vendredi matin entre 7h30 et 10h devant l'église des Réformés ou sur la place Charles de Gaulle dans le 1er arrondissement. En fin de matinée, il se rend à Belzins. Une équipe du SAMU social composée de 2 hommes et 2 femmes accueille les utilisateurs. Ils semblent conquis
par l'initiative. Vous avez les serviettes, le gant, le savon, du lait de rechange si vous avez besoin, parce qu'on a un véhicule de logistique qui suit derrière, avec des habits dedans. Donc on leur donne, s'ils ont besoin, on leur donne des habits propres, tout et tout, ils prennent leur douche, et on leur dit c'est gratuit, tu payes rien, voilà. Donc ils sont, ah bon, je peux, oui, bien sûr, on les inscrit et on les fait passer. Alors, donc quand ils sortent, ils disent, ah, c'est formidable ce que vous avez là. Entre chaque douche, une désinfection se fait automatiquement grâce à ces buses qui diffusent un antibactérien. Ça a été conçu pour ça par les ingénieurs de Honnête, au service de la Fondation Honnête là, qui assurait l'investissement, et la ville de Marseille qui en assure le fonctionnement. Enfin, le service de la solidarité en assure le fonctionnement. La Fondation Honnête a financé à hauteur de 160 000 € ce camion géré par la ville. Un brevet mondial a même été déposé pour ce dispositif. Il serait le seul camion auto-nettoyant et désinfectant au monde. L'idée est aussi et surtout de recréer du lien social. Là, ils se sentent bien, ils sont seuls. On est là, on les accueille, on prend plus le temps. Nous, on est là pour prendre le temps, pour s'intéresser, essayer justement de créer ce lien pour qu'ils puissent revenir, se sentir en confiance et qu'on n'est pas là pour les juger. Bien au contraire, c'est pour leur redonner un petit coup de fouet pour qu'ils puissent, pour avancer un peu plus dans la vie et redémarrer autre chose. Donc, puis ça ne s'arrête pas à la douche. On leur propose beaucoup de solutions, on écoute leur histoire et on les dirige vers diverses associations. De plus en plus de femmes et de personnes âgées l'utilisent. La ville réfléchit déjà à étendre ses tournées. L'annonce de la suppression des aides au maintien à l'agriculture biologique à compter du 1er janvier 2018 provoque la colère des producteurs bio. À Nancy, ils étaient en effet entre 200 et 250 producteurs bio à montrer leur mécontentement. Cette décision des pouvoirs publics constitue, selon les agriculteurs, un coup de frein porté à la filière. Jean-François Ambroise, pour Mirabel TV, nous l'explique. Au menu, ce midi sur la place Charles III à Nancy, soupe de lentilles, fuseau lorrain et fromage. Des produits bien campagnards et surtout des produits bio. Mais ces produits issus de l'agriculture biologique sont mis à mal, du moins les producteurs. Michel a commencé la conversion de son exploitation en bio en 2010. Il bénéficie aujourd'hui des aides au maintien depuis 2014. L'aide au maintien chez moi, elle représente 13 000 €, je crois. Les aides sont une composante importante du revenu, quoi. Mais l'idéal serait de pouvoir s'en passer. Et s'en passer dans notre ferme de polyculture élevage, ça veut dire passer par des politiques de prix plus importantes. Donc c'est-à-dire qu'on soit payé au juste prix par rapport à ce que nos produits valent. Sauf qu'à cette heure-ci, on n'en prend pas forcément le chemin. Seulement, l'aide au maintien, en moyenne fixée à 100 € de l'hectare, va être supprimée au 1er janvier 2018. Une hérésie pour les producteurs, alors que la bio est de plus en plus plébiscitée par les consommateurs. Plus 20% de croissance du marché alimentaire en 2016. Sur cette même année, le nombre de producteurs bio a augmenté de 20% également. C'est 20 exploitations qui passent en bio chaque jour en France. Ce qu'on nous oppose, c'est le marché. On nous dit, puisque le marché de la bio vous porte, c'est le marché qui doit vous rémunérer. Et ça veut dire, c'est aux consommateurs uniquement de porter le prix de la transition écologique. Et ça, on trouve ça saumâtre. On va vers une transition écologique, on va vers une économie sociale. La bio est sur tous les fronts et elle ne bénéficie pas du fléchage et de la reconnaissance qu'elle mérite. Elle l'a de par les consommateurs, mais elle ne l'a pas de la force publique. Le ministère de l'Agriculture l'a annoncé, ce devrait être aux régions d'assurer le financement de cette aide au maintien dès 2018. Seulement, les régions ne souhaitent pas prendre en charge cette nouvelle dépense dans un contexte budgétaire restreint. C'est la 10e édition du mois de l'économie sociale et solidaire dans l'agglomération bordelaise. Un mois pour faire découvrir une autre façon de concevoir l'économie au travers d'initiatives et de pratiques. Exemple avec l'association Remue Ménage, qui est devenue un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire à Bordeaux. Christophe Chavanneau pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. La solidarité sociale Remue Ménage, cette association bordelaise, la porte depuis 2011, basée sur les déménagements solidaires en fonction, entre autres, des revenus de la personne à déménager. Elle a depuis ses débuts effectué plus de 12 000 prestations. Si la dimension écologique est aussi de la partie quand il s'agit de le faire en camion, depuis plus d'un an, les vélos se sont ajoutés à l'outil du déménageur et ça marche.
C'est vrai qu'on peut apporter une réponse peut-être plus dans l'urgence aussi aux personnes qui souhaitent, qui n'ont peut-être pas prévu ou qui sont dans une situation qui fait que du jour au lendemain, ils ont besoin de déménager. Et nous, on ne va pas avoir besoin de demander d'autorisation de stationnement par exemple, puisqu'on peut vraiment se faufiler, accéder dans les petites ruelles bordelaises au pied des immeubles, pour des gens qui n'ont pas forcément énormément de volume à déménager, bien qu'on déménage quand même jusqu'à 10 mètres cubes avec nos vélos. Et donc voilà, on apprend aussi à être un peu plus... à pouvoir répondre plus facilement à l'urgence et on s'adresse aussi à des publics qui n'ont pas forcément, comme avec les camions, beaucoup de ressources. Et voilà, c'est vrai qu'on peut intervenir beaucoup plus rapidement et sur toute la ville de Bordeaux, c'est sûr. Et on s'exporte aussi dans un rayon en tout cas de 10 km à partir de notre local ici à Saint-Michel à Bordeaux. Devant le succès, l'action sociale et solidaire de Remue Ménage a aimanté d'autres initiatives comme le réemploi de cartons qui génèrent des contrats d'insertion au sein de l'association. On a voulu aussi favoriser l'insertion professionnelle, donc en créant un chantier d'insertion par l'activité économique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut toujours se questionner sur quel modèle on veut tendre et comment la solidarité peut être un acteur sur le territoire, mais aussi de développement économique. Donc c'est allier tous ces enjeux-là pour en faire un vrai projet. Donc il faut être à la fois attentif, vigilant, surtout comment être efficace économiquement et socialement sur un territoire, et puis surtout être soutenu par les partenaires. Ça, c'est important. Lutter contre l'exclusion, favoriser le lien social et la préservation de l'environnement, l'économie sociale et solidaire vue par Remue Ménage est un pari réussi. Le phare de Mauguériec bientôt éteint. Nos côtes bretonnes brillent chaque nuit grâce aux nombreux phares, mais l'un d'entre eux pourrait s'éteindre, le phare de Mauguériec à Sibiril dans le Finistère. Une association lui refuse ce sombre destin. Plusieurs centaines d'adhérents ont recueilli ce week-end la marraine du phare, la journaliste Marie-Laure Augry. Frédéric Lorenzo pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, nous raconte cette histoire. Mobilisation exceptionnelle et invité exceptionnel sur le port de Mauguériec samedi. L'Association pour la sauvegarde du phare accueillait la journaliste Marie-Laure Augry, une marraine de choix pour une cause des défenseurs de ce petit phare menacé d'extinction. Quand on m'a expliqué l'histoire de ce phare, qui n'est pas n'importe quel phare, je veux dire qu'il est lié à Eiffel puisqu'il a été conçu par Eiffel, que voilà, il a été immortalisé par les grands peintres, mais que j'ai surtout compris que ça avait un enracinement très très fort pour la population locale, pour les marins-pêcheurs qui avaient participé à l'achat de ce phare. J'ai tout de suite dit oui. Érigé en 1876, le phare et son histoire ont suscité près de 600 adhésions à l'association de sauvegarde. Désormais, l'enjeu est de convaincre l'administration des phares et balises de conserver la fonction nautique du phare pour envisager son sauvetage. Si demain on lui enlève sa fonction nautique, c'est plus un phare, c'est un réverbère. Et nous on veut vraiment lui maintenir sa fonction nautique pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est symbolique, c'est un phare qui a été souhaité par les marins-pêcheurs ici. Et puis on a besoin de la fonction nautique pour son inscription au titre des monuments historiques. Si l'administration accepte de maintenir le phare en activité, la commune veut bien en assumer la propriété à condition que l'association entretienne le phare. Aujourd'hui, les Sibirilois connaissent ce port grâce à son phare. C'est une évidence qu'il faut le conserver. Mais il y a également un atout social parce qu'on s'aperçoit que ça permet également aux gens de discuter, de se réunir, d'avoir des projets communs. Et donc au-delà du patrimoine, j'y vois également un caractère social très important. Signe de cette mobilisation, cette maquette réalisée par cet habitant de la commune, une maquette qui s'allume, signe que le phare, le vrai, doit rester allumé. Et pour finir ce journal, rencontre avec l'ancien chef étoilé des Ducs de Lorraine à Épinal, Claudie Aubriot. Il ouvrira prochainement un bistrot paysan à la Baffe. Un retour à la cuisine de saison et aux produits du cru pour son propriétaire. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Après avoir pendant plus de 30 ans mis les petits plats dans les grands, l'ancien chef du restaurant étoilé Les Ducs de Lorraine à Épinal aurait pu passer largement la soixantaine, se contenter d'une retraite somme toute méritée. Mais c'est dans son village, à la Baffe, que Claudie Aubriot ouvrira dès mardi prochain avec son épouse, dans cet ancien corps de ferme rénové, non pas des appartements comme il l'avait initialement prévu, mais un, comment dire... Je ne suis plus un restaurant, voilà, je serai un bistrot paysan. Je serai Lagrange Aubriot, je serai du partage, je serai un marchand de bonheur, celui qui amène le plaisir de l'assiette et puis le plaisir de se sentir bien dans un espace un petit peu clin d'œil aux années 50, à la grand-mère. Je ne cherche plus les étoiles, je cherche à donner du plaisir et à recevoir du plaisir.
Un retour aux sources donc pour une cuisine de saison avec des produits du cru aux saveurs trop souvent oubliées. J'ai des souvenirs d'enfance, d'odeur de pot-au-feu, de saveurs vraiment particulières, de perdreaux au chou. Et aujourd'hui, avec cette production, on va dire, un petit peu intensive, je trouve qu'on a perdu ce goût, quoi. Et moi, mon dernier combat, ce sera cette aventure, ce sera retrouver le goût perdu. Ce sera un peu ma Madeleine de Proust. Pour l'assister dans sa tâche, le couple prendra un apprenti à qui toutes les ficelles du métier seront transmises. Le chef y tient. Quelques tables pour accueillir chaque midi du lundi au vendredi, service assuré jusqu'à 15h30, une vingtaine de convives, un petit coin musique pour un bœuf improvisé, un autre plus littéraire avec posé sur ses caisses de vin quelques ouvrages dédiés à la région et où il fera bon taper une belote ou la discute. Voilà rapidement pour le tour du propriétaire, un lieu presque hors du temps ou en tous les cas du tumulte quotidien. Lorsqu'on a acheté ici, nous sommes rentrés, on a dit waouh, il y a quelque chose à faire. Mais fallait avoir beaucoup d'imagination. Beaucoup d'amis nous ont dit mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous allez faire? Et nous on avait l'idée, on savait. Et c'est vrai qu'il a tout dessiné, tout conçu. Il s'est donné à 200%, mais c'est une très belle chose. C'est une très belle chose pour notre famille aussi. On a des jumelles qui, j'espère, vont peut-être prendre le relais. Maud et Flora semblent déjà avoir un net penchant pour la cuisine, comme leur papa, Claudie, qui sera dès jeudi prochain, 18h20, en direct, l'invité de Sophie Sapp dans l'émission La vie en Vosges. Voilà, le JT des territoires continue. Il est préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, c'est le club de la presse, puis la météo, puis à 8h, notre invité politique. Aujourd'hui, c'est Marc Fesneau, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, qui est notre invité de 8h en direct sur ce plateau. Mais tout de suite, c'est la une de vos journaux en région et je vous y rejoins. On démarre cette une des revues de la presse quotidienne régionale avec le Télégramme, le journal dont le directeur éditorial est Hubert Couturier, une oasis de culture au Moyen-Orient, dans un Moyen-Orient déchiré par de violents conflits. Le Louvre Abu Dhabi, inauguré hier en présence d'Emmanuel Macron, apparaît comme un havre de tolérance unique dans le monde arabe. Ce musée surplombant la mer et recouvert d'un énorme dôme dresse en effet un pont entre les cultures de la préhistoire à nos jours, mettant en valeur leurs influences communes. Pour le Midi Libre, dont la direction est dirigée par Philippe Pallas, la rédaction dirigée par Philippe Pallas, c'est l'école, la cruauté du harcèlement. La journée nationale est l'occasion de briser la loi du silence et des témoignages dans le Midi Libre aujourd'hui, édition Montpellier et sa région. Pour la Dépêche du Midi, on reste en Occitanie, c'est les violences scolaires. Il témoigne de l'école primaire au lycée. Quelques 700 000 élèves seraient concernés à l'occasion de la journée mondiale contre le fléau. Des victimes racontent dans la Dépêche aujourd'hui. Dans le Courrier de l'Ouest, malgré la reprise, la pauvreté résiste. On a passé un sujet dans le JT des territoires tout à l'heure. Et là, c'est en Anjou que la pauvreté touche de plus en plus les jeunes, les seniors et les étrangers en dépit d'une meilleure conjoncture, selon une étude du Secours catholique. C'est dans le Courrier de l'Ouest, édition d'Angers aujourd'hui. Pour la Nouvelle République, c'est l'ex-chef des armées sans censure qui revient sur le général De Villiers en conflit avec Emmanuel Macron et qui a écrit un livre, vous le savez, dans l'Écho de Haute-Vienne, comment la société triche, licencie et s'empiffre. Le scandale Whirlpool, le journal Le Monde s'est livré à une enquête approfondie sur les pratiques de la multinationale américaine dont Amiens a subi la loi. Les circuits pour échapper à l'impôt, pour rejeter les salariés et servir les actionnaires sont ainsi confirmés ou révélés. Les États devraient s'y opposer, mais ceux de l'Europe notamment, reste l'arme au pied dans l'Écho de Haute-Vienne aujourd'hui. Pour Ouest France, le plus grand journal francophone du monde, mineurs étrangers, le difficile accueil à la une de Ouest France. Et puis pour La Voix du Nord, c'est la police de proximité qui est relancée, le retour du policier près de chez vous. Lire en page 4 de La Voix du Nord aujourd'hui. Pour la Provence, Marseille est en poule. C'est la Formule 1, quelques jours avant le Grand Prix de France au circuit du Castellet du 21 au 24 juin, l'organisation d'un roadshow dans les rues de Marseille et dans les tuyaux. Et c'est à la une de la Provence aujourd'hui, la Formule 1. Et puis pour Nord-Éclair, un ballon pour surveiller le climat implanté depuis peu à Eura Technologies. Climate City est un premier système dédié à l'anticipation des changements climatiques urbains. Et des explications dans Nord-Éclair, le journal de Lille. Météo
métropole. Vous pouvez retrouver tous ces articles, bien sûr, même si vous n'habitez pas dans la zone où ces journaux sont diffusés, sur les sites internet de la presse quotidienne régionale. Et je vous le conseille d'ailleurs. Voilà, Club de la presse aujourd'hui avec Jean-François Beige du Courrier du Parlement. Bonjour Jean-François, merci d'être avec nous ce matin. Et Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions locales du Point. Merci d'être avec nous. Jérôme, vous êtes devenus tous les deux des réguliers de cette matinale d'infos. Avec vous, Jérôme Cordelier, nous allons nous rendre en Corrèze. Nous allons revenir sur un numéro exceptionnel du Point sur la Corrèze résistante, avec des témoignages, des photos inédites dans un instant. Et avec vous, Jean-François Beige, nous allons parler évidemment des Paradise Papers, toujours plus que jamais dans l'actualité, et surtout des non-dits en matière de lutte contre la fraude fiscale, car vous interpellez les lecteurs du Courrier du Parlement ce matin là-dessus. Bah oui, parce que c'est un sujet où le volontarisme est très difficile. C'est-à-dire qu'on peut toujours afficher une volonté de lutter contre la fraude fiscale, mais c'est pas un débat franco-français, ça se règle pas comme le Code du travail. La fraude et l'hypocrisie, hein, c'est oui, votre papier. On est forcément hypocrite, parce que on peut pas lutter contre la fraude fiscale sans prendre des dispositions européennes, des dispositions internationales dans le cadre des G20 ou 25. C'est extrêmement compliqué, et je pense qu'Emmanuel Macron là se retrouve avec un problème avec les Paradise Papers. Je prononce moins bien que vous, Cyril. C'est quelque chose qui n'est pas dans son calendrier. Il voit arriver ce débat sur la fraude fiscale, et c'est très difficile d'afficher du volontarisme parce que ça va être très long, très compliqué, on le voit bien. En plus, Emmanuel Macron est un ancien, peu de temps, mais banquier d'affaires. Oui. Donc sur ce sujet, il peut y avoir confusion, j'allais dire. Il sait effectivement comment ça marche, l'optimisation et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est attelé à une autre charrue qui est la plus grande et la plus noble, qui est le char de l'État. Et il faut qu'il trouve des solutions, parce que les classes moyennes qui sont aujourd'hui, qui payent l'essentiel de l'impôt, elles vont avoir des moyens de plus en plus limités. On le voit avec les mesures qui menacent les retraités, etc. Et donc, il va falloir rechercher quand même des contributions dans les classes supérieures, moyennes supérieures, un peu plus qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu confusion cette semaine entre l'optimisation fiscale, qui est légale, il faut le rappeler, et la fraude fiscale? Est-ce qu'on n'a pas mis tout le monde dans le même sac? C'est tout le problème, parce que l'optimisation, elle est légale. Elle est même parfois encouragée par les pouvoirs publics. On vous dit, investissez dans les panneaux solaires, vous serez exonéré, puis après on supprime l'exonération. Bon, ça c'est un autre problème. Sur l'immobilier aussi, il y a eu de multiples lois. Donc ça, c'est de l'optimisation, il n'y a rien de plus légal, et c'est aussi incitatif pour l'économie. Et c'est pour ça que dans la lutte contre la fraude, il faut tenir compte de cette optimisation. Il ne faut pas être dogmatique. Il ne faut pas dire on va interdire ceci, on va fermer les frontières, Non, il faut faire pratiquer un mélange de carotte, la bonne vieille carotte et le bon vieux bâton. Carotte et le bâton, parce qu'il faut faire des incitations et aussi sanctionner tout ce qui est abusif. Dès qu'il y a faux, dès qu'il y a fraude, dès qu'il y a délit, il faut être sans pitié. Alors j'ai une question sur la manière de traquer quand c'est de la fraude fiscale. Est-ce que maintenant, avec l'Internet, avec tous les moyens qu'on a de même repérer par satellite les gens où qu'ils soient, on a plus de moyens qu'avant d'aller rechercher les fraudeurs? Est-ce que les services spécialisés sont au fond plus aguerris et modernisés pour cette lutte? J'ai envie de vous dire oui, en théorie, mais regardez ce qui se passe avec l'économie souterraine. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, j'écoutais l'autre jour, que le nombre d'euros en circulation est extrêmement important par rapport au volume des transactions déclarées sur beaucoup d'argent de cash, la zone. Il y a encore beaucoup de cash. Ça veut dire que l'économie souterraine se porte bien. Alors c'est à la fois des trafics vraiment illicites, drogue, etc., mais aussi beaucoup de non-déclaration. Et cette économie souterraine, elle ne régresse pas. Donc c'est pour vous dire, malgré les moyens techniques, il y a encore beaucoup à faire. Jean-François Beige, donc pour le Courrier du Parlement, avec à la une le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, votre papier sur la fraude et l'hypocrisie aujourd'hui. Jérôme Cordelier, nous allons nous rendre en Corrèze, nous allons revenir sur ce numéro vraiment exceptionnel. Que c'est sur le site du Courrier du Parlement. Et c'est sur le site, vous faites bien de le dire, site internet. Nous allons revenir sur ce numéro exceptionnel du Point, sur la Corrèze résistante, avec des découvertes, au fond, des témoignages totalement inédits.
Oui, alors le hasard a fait que les jurés du Goncourt et du Renaudot distinguent des livres qui parlent du nazisme et des nazis et que nous prenons le contre-pied sur la Corrèze résistante. Pourquoi ? Parce que vous savez que la Corrèze, on parle beaucoup des maquis corréziens, mais par exemple, je vous donne un chiffre. 54 justes parmi les nations à Yad Vashem sont corréziens. 17 à Brive, 2 parlementaires, puisqu'on est dans une maison, enfin au Sénat, 2 parlementaires corréziens qui ont voté contre, qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs à Pétain, et puis évidemment des grands résistants, au premier chef Edmond Michelet évidemment, après au destin exceptionnel, hein, puisque vous savez, en juin 40, il dépose son tract à partir du texte de Charles Péguy dans les boîtes aux lettres de Brive. Après, il va être déporté à Dachau, arrêté, donc il a été le chef de la résistance locale. Déporté à Dachau et après le grand ministre du général de Gaulle qu'on connaît, alors qu'il n'avait pas le bac, hein, Edmond Michelet. Donc c'est des destins exceptionnels. On a eu la chance d'avoir des témoignages incroyables. Bon, déjà Claude Michelet, le fils d'Edmond Michelet, nous apporte son témoignage, un témoignage poignant, notamment sur l'amitié entre son père, le catholique, et un communiste stalinien, disait-il, qui s'appelle Germain Auboiroux, et qui, par exemple, une fois où Edmond Michelet était empêché d'aller à la messe à Dachau, Germain Auboiroux l'avait remplacé alors qu'il ne croyait pas du tout en Dieu, quoi. Voilà. Ces éditions locales du Point, j'allais dire ça marche, oui, mais vous les faites pourquoi ? Ce besoin d'être proche, d'expliquer aux Français leur histoire, y compris dans leur territoire. Oui, et puis bien sûr, et puis là on a des éclairages importants. On a aussi, grâce au centre Edmond Michelet, on a eu des photos d'archives qui n'ont jamais été montrées. Jamais été montrées, donc voilà, effectivement, et alors, comme vous le dites, on en fait 70 à 80 par an. Voilà, alors, au nom de Dieu et des hommes, la grande saga des franciscains, dominicains et jésuites, c'est un livre qui sort aujourd'hui chez Fayard, de vous, Jérôme Cordelier. Vous êtes intéressé à cette question, quoi, familiale ? C'est une enquête au long cours, c'est une enquête journalistique, hein, je tiens à le dire, où j'ai essayé de rencontrer des religieux actuellement qui ont beaucoup de choses à nous dire sur notre époque, et en même temps des philosophes, des historiens, des théologiens. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a très peu d'institutions, comme par exemple les dominicains, les franciscains, qui sont nés au XIIIe siècle, les jésuites au XVIe siècle, et qui ont encore des messages modernes à donner à notre société. Et donc je trouve ça fascinant. Au nom il n'y a pas d'institution des hommes de Jérôme Cordelier chez Fayard. On en reparlera évidemment dans le journal des territoires et dans cette matinale d'infos. On va passer à la météo. Je voudrais signaler une initiative de la SNCF, le train Petite Enfance et Parentalité, avec l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, des conférences, des débats, des ateliers, des animations, avec pour objectif d'agir tôt pour donner toutes les chances aux enfants et promouvoir l'égalité des chances. Le train s'arrête aujourd'hui à Marseille-Saint-Charles de 9h à 18h et demain, le 10 novembre, à Toulouse-Matabio de 10h à 19h. Voilà la météo tout de suite et on se retrouve pour l'invité politique de 8h qui est Marc Fesneau, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.